Je n'avais jamais cru au Bigfoot, jusqu'au jour où j'en ai trouvé un, mort dans les forêts du parc national d'Olympique. Et ce que j'ai découvert en lien avec cette créature a changé tout ce que je pensais savoir à leur sujet. Laissez-moi commencer par le début, car cette histoire doit être racontée exactement comme elle s'est déroulée. Je m'appelle Marcus Webb et je suis chasseur professionnel depuis 23 ans. Pas le genre de type du week-end qui sort avec ses potes pour tirer un cerf et boire des bières. Je suis celui que les autorités de la faune sauvage appellent quand un ours problématique s'approche d'une propriété privée ou quand un cougar commence à rôder trop près des zones résidentielles. Je traque, je capture et, si nécessaire, j'aide à résoudre les situations qui présentent un risque pour les gens. C'est un travail qui demande de l'expérience, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. C'était mi-octobre 2023. La saison de la chasse au wapiti venait de commencer dans l'État de Washington. J'avais un permis spécial pour chasser dans une zone reculée du parc national d'Olympique, près de la frontière avec la forêt nationale d'Olympique. La région était connue pour ses forêts denses de sapins de Douglas et de prûches de l'Ouest, des arbres si vieux qu'ils étaient déjà là avant la guerre de sécession. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait marcher des jours sans voir un autre être humain. J'avais garé mon pick-up Ford F-250 sur une ancienne route forestière abandonnée depuis au moins 30 ans, recouverte de mousse et de fougères. J'ai chargé mon sac à dos avec des provisions pour 3 jours. Ma carabine Winchester, modèle 70 calibre 300, des munitions supplémentaires, une trousse de premiers secours, une tente, un sac de couchage conçu pour -5 degrés Celsius, un filtre à eau LifeStraw, des repas lyophilisés Mountain House et mon GPS Garmin. J'avais aussi mon couteau de chasse K-Bar, une lampe frontale Petzl et un talkie-walkie, même si je savais que je n'aurais aucun signal radio pendant la majeure partie du voyage. Le plan était simple. Suivre une piste de cerf que j'avais repérée 2 semaines plus tôt, installer mon camp près d'un petit ruisseau nommé Whiskey Creek et passer 2 jours à pister un grand wapiti mâle. La région était réputée pour ses spécimens vraiment impressionnants, des bois qui pouvaient facilement obtenir un score élevé dans le système Boone and Crockett. La randonnée jusqu'à mon campement a duré environ 4 heures. Le sentier grimpait régulièrement à travers une forêt épaisse, traversant de petits cours d'eau et serpentant autour d'énormes arbres tombés couverts d'une mousse vert vif. L'odeur de la forêt était enivrante, un mélange de terre humide, de décomposition naturelle et de l'odeur âcre du pin. De temps en temps, je voyais des signes de vie sauvage, des empreintes de cerf fraîches, des marques de griffes d'ours sur des troncs d'arbres, quelques plumes de tétras sombres sur le sol. Quand j'ai finalement atteint Whiskey Creek, vers 15 heures, le soleil commençait déjà à descendre derrière les montagnes. J'ai installé mon camp dans une petite clairière à une 50aine de mètres du ruisseau. J'ai monté ma tente The North Face, organisé mon matériel et allumé un feu avec quelques brindilles sèches que j'avais trouvées à l'abri sous une grande pruche. Le dîner fut simple, un bœuf stroganoff lyophilisé mélangé à de l'eau chaude. Je me suis installé dans ma chaise de camping pliante, planifiant la chasse du lendemain. La nuit tombait vite dans cette forêt. À 18 heures, il faisait noir complet. J'ai entretenu le feu, plus pour la compagnie que pour la chaleur, et j'ai écouté les bruits de la nuit, des hiboux qui ululaient au loin, le craquement occasionnel d'une branche, le murmure constant du ruisseau. C'était paisible, d'une manière qu'on ne trouve tout simplement pas près de la civilisation. Vers 21 heures, j'étais prêt à dormir. J'ai rangé toute ma nourriture dans un conteneur anti-ours, que j'ai suspendu à une 100aine de mètres du camp, comme l'exige le protocole de sécurité. J'ai vérifié ma carabine, m'assurant qu'elle était chargée, mais avec la sécurité enclenchée, et je l'ai posée à côté de moi dans la tente, puis je me suis glissé dans mon sac de couchage et j'ai éteint ma lampe frontale. Je devais dormir depuis environ 3 heures quand une odeur m'a réveillé, pas l'odeur normale de la forêt,
quelque chose d'autre, quelque chose qui n'allait pas. C'était fort, nauséabond, l'odeur de la décomposition, comme si quelque chose de grand était mort et pourrissait à proximité depuis des jours. La puanteur était si puissante qu'elle me donnait la nausée. J'ai allumé ma lampe frontale et vérifié ma montre, 2h47 du matin. Le feu s'était réduit à de faibles braises qui éclairaient à peine le camp. Je suis resté quelques minutes dans la tente à écouter attentivement. Aucun mouvement, aucun bruit d'animal, rien d'inhabituel, juste cette odeur, et elle semblait devenir de plus en plus forte. Ma première pensée a été qu'un ours avait traîné une carcasse près de mon campement. Ce serait un sérieux problème. Les ours qui gardent leur proie sont prudents, mais extrêmement dangereux, et la dernière chose que je voulais, c'était de camper près de l'un d'eux. Je savais que je devais aller voir. Il fallait que je découvre ce qui causait cette odeur. J'ai attrapé ma carabine, j'ai enlevé la sécurité et je suis sorti de la tente. La nuit était froide, probablement autour de 4 degrés Celsius, et je pouvais voir mon souffle dans l'air. J'ai balayé la clairière avec ma lampe frontale. Les arbres se dressaient comme des murs sombres, leurs branches projetant des ombres mouvantes dans la lumière. L'odeur venait de l'ouest, à l'opposé du ruisseau. J'ai commencé à marcher lentement dans cette direction, la carabine prête, le doigt hors de la détente mais préparé. À chaque pas, l'odeur devenait plus forte, presque insupportable. J'ai sorti un bandana de ma poche et je l'ai noué sur mon nez et ma bouche. Ça n'a presque rien changé. Après environ 180 mètres à travers des fougères hautes jusqu'à la taille et des branches de pin basses, j'ai vu quelque chose de grand et de sombre, étendu entre 2 arbres massifs. Au début, j'ai pensé que c'était un ours. La taille correspondait. Mais en m'approchant, et alors que ma lampe frontale l'éclairait pleinement, j'ai réalisé que je me trompais. Ce n'était pas un ours. Ce n'était rien de ce que j'avais jamais vu. C'était un corps massif, couvert de poils sombres et emmêlés. Il était allongé sur le dos, ses longs bras étendus sur les côtés. Et même dans la faible lumière, même à travers la pourriture, je pouvais clairement voir ce que c'était. C'était un Bigfoot. J'avais entendu ces histoires toute ma vie. J'ai grandi dans l'État de Washington, où les contes de Sasquatch étaient aussi courants que les histoires de saumon ou de Microsoft. Tout le monde connaissait quelqu'un qui en avait vu un. Mais je n'y avais jamais cru. Je pensais que c'était juste des légendes, des canulars ou des ours mal identifiés. Mais il était là, sans vie, sur le sol de la forêt, aussi réel que les arbres qui l'entouraient. Je me suis approché lentement, le cœur battant la chamade. La créature devait mesurer au moins 2,60 m, peut-être 2,70 m. Difficile à dire exactement avec le corps gonflé et boursouflé par la décomposition. Ses poils étaient brun foncé, presque noirs par endroits, grisonnants là où ils étaient tombés par touffes. La peau en dessous était épaisse et sombre. Le visage était la partie la plus choquante. Il ressemblait à celui d'un gorille, mais pas tout à fait. Plus plat, avec une arcade sourcilière proéminente et une mâchoire massive. Les yeux étaient clos et enfoncés. Le nez était large et plat, et la bouche légèrement entr'ouverte, révélant de grandes dents, certaines pointues comme des canines, d'autres larges et semblables à des molaires humaines. J'ai tourné autour du corps, en gardant mes distances, essayant d'assimiler ce que je regardais. Les mains étaient énormes, presque de la taille de gants de receveur de baseball, avec de longs doigts et des ongles épais et sales. Les pieds étaient tout aussi massifs, mesurant facilement 45 cm de long, avec des orteils articulés, et une structure à mi-chemin entre celle de l'homme et celle du primate. D'après l'état de décomposition, j'ai estimé que la créature était là depuis au moins 1 semaine, peut-être 2. Il n'y avait aucun signe évident de traumatisme, aucune blessure visible, aucune marque suggérant un combat avec un autre animal. Mais il y avait quelque chose d'étrange au niveau de l'abdomen. La zone était plus enflée que le reste du corps, distendue d'une manière qui ne semblait pas naturelle.
Je savais que je devais appeler les autorités, signaler ça immédiatement. Ce serait la découverte un siècle, la preuve définitive que le Bigfoot existait. Mais il était 3 heures du matin, j'étais à des kilomètres de tout signal de téléphone et mon talkie-walkie n'atteindrait certainement personne d'ici. Et puis, alors que je restais là, à fixer cette créature impossible, mon esprit de chasseur s'est mis en marche. Que lui était-il arrivé? Pourquoi était-il ici, seul? Et qu'est-ce qui causait ce gonflement anormal de l'abdomen? C'est là que je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu aux informations locales environ 3 semaines plus tôt. Une femme avait disparu dans la région. Sarah Mitchell, 28 ans, de Port Angeles. C'était une passionnée de randonnée. Elle adorait partir seule sur les sentiers. Elle était partie pour une randonnée de 3 jours dans le parc national d'Olympic et n'était jamais revenue. Les secours du comté de King l'avaient cherchée pendant 1 semaine entière sans trouver la moindre trace. Une pensée terrible a commencé à germer dans mon esprit. Serait-ce possible? Pourrait-il y avoir un lien entre sa disparition et cette créature? J'ai de nouveau regardé l'abdomen distendu. Quelque chose clochait. Et plus je regardais, plus ça me dérangeait. J'avais dépecé des centaines d'animaux dans ma carrière, des cerfs, des wapitis, des ours. Je savais à quoi un corps était censé ressembler après un certain temps, et ça n'avait pas l'air normal. Contre toute raison, contre toute logique et toute prudence, j'ai décidé que je devais comprendre ce qui se passait. Pas seulement par curiosité, mais parce que s'il y avait la moindre chance, la moindre possibilité que cela soit lié à la disparition de Sarah Mitchell, j'avais l'obligation de le découvrir. J'ai sorti mon couteau Ka-Bar de ma ceinture, j'ai pris une profonde inspiration à travers mon bandana et je me suis préparé mentalement à ce que j'allais faire. Je devais connaître la vérité, je devais comprendre ce qui s'était passé ici. Et ce que j'allais découvrir relierait cette créature à l'un des cas de personnes disparues les plus médiatisés du Nord-Ouest Pacifique et changerait complètement notre compréhension du comportement de ces êtres mystérieux. Je suis resté là 1 minute entière, à fixer cette créature impossible, gisant sur le sol de la forêt, ma main serrait le couteau Ka-Bar, mais je n'avais toujours pas le courage de faire ce que je savais devoir faire. Une partie de moi voulait juste retourner au camp, prendre mes affaires et partir d'ici aussi vite que possible, laisser les autorités s'en occuper. Mais l'autre partie, celle qui avait passé 2 décennies à traquer et à comprendre les animaux sauvages, savait que j'avais une responsabilité. S'il y avait la moindre chance que cette créature soit liée à la disparition de Sarah Mitchell, je devais savoir. Les familles de personnes disparues méritent des réponses, elles méritent de pouvoir faire leur deuil. Et si je partais sans enquêter, je ne pourrais jamais vivre avec ça. Je me suis agenouillé à côté du corps, ajustant ma lampe frontale pour avoir le meilleur éclairage possible. De près, l'odeur était presque insupportable, même avec le bandana couvrant mon visage. Je devais m'arrêter toutes les quelques secondes pour respirer par le coin de la bouche, essayant de ne pas vomir. La région abdominale était nettement plus enflée que le reste du corps. En soi, ce n'était pas inhabituel. Les gaz de décomposition provoquent souvent des ballonnements, mais il y avait quelque chose dans la forme, dans la façon dont c'était distendu, qui ne semblait pas normal. C'était irrégulier, asymétrique, comme s'il y avait quelque chose de solide à l'intérieur, pas seulement du gaz. Les mains légèrement tremblantes, j'ai placé la lame de mon couteau contre la peau de l'abdomen. Le cuir était incroyablement épais, bien plus que celui de n'importe quel animal avec lequel j'avais travaillé. Il a fallu plus de pression que prévu pour faire l'incision initiale. Quand la lame a finalement percé, une odeur encore plus fétide s'est échappée, me faisant tourner la tête et tousser. J'ai fait une coupe soignée d'environ 30 cm de long en suivant la ligne naturelle du corps. La peau s'est ouverte, révélant des couches de tissu et de muscles en dessous. Tout était dans un état de décomposition avancé,
ce qui rendait difficile l'identification de structures spécifiques. Mais j'ai continué à travailler, élargissant lentement l'ouverture. C'est là que j'ai commencé à voir quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Au début, j'ai pensé que c'était juste plus de tissu décomposé, mais ensuite, ma lampe frontale a capté quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était du tissu, oui, mais pas celui du Bigfoot. Il était différent, la texture était différente, la couleur était différente. Et puis j'ai vu quelque chose qui n'a laissé aucun doute. C'était un morceau de vêtement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Prudemment, j'ai utilisé la pointe de mon couteau pour retirer une partie du matériau. C'était un tissu synthétique, du genre utilisé dans les vestes de randonnée modernes rouge vif, ou du moins, il l'avait été avant de se tacher et de se détériorer. Et il y avait un petit logo brodé que je pouvais encore distinguer malgré les dégâts. C'était celui de Columbia Sportswear. Je me suis souvenu des avis de recherche que j'avais vus partout dans Port Angeles. Sarah Mitchell avait été vue pour la dernière fois portant une veste de randonnée rouge, une veste Columbia. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais d'adrénaline et d'un sentiment croissant d'effroi. J'ai continué à examiner soigneusement en écartant les tissus décomposés, puis j'ai trouvé d'autres preuves. De petits morceaux de matériaux qui n'appartenaient clairement pas au Bigfoot. Un fragment qui ressemblait à du jean, un morceau de caoutchouc qui aurait pu provenir d'une semelle de chaussures de randonnée, et puis quelque chose qui a confirmé mes pires craintes. Enfoui plus profondément dans le contenu de l'estomac, j'ai trouvé quelque chose de petit et de brillant. J'ai utilisé le couteau pour le retirer délicatement et je l'ai essuyé sur la mousse à côté de moi. C'était un pendentif, un petit pendentif en argent en forme de cœur sur une fine chaîne en argent. Il y avait une inscription dessus, mais elle était difficile à lire dans la pénombre et sous la crasse. J'ai pris ma gourde à ma ceinture, j'ai versé un peu d'eau sur le pendentif et j'ai frotté doucement avec mon pouce. Lentement, les lettres sont devenues visibles. À Sarah, avec amour. Maman et papa, 2015. Je me suis assis sur mes talons, mon esprit tournant à plein régime. Il n'y avait plus de doute. Cette créature avait quelque chose à voir avec la disparition de Sarah Mitchell. Mais comment? Pourquoi? Les Bigfoot étaient censés être des créatures pacifiques, évitant les humains à tout prix. Toutes les histoires que j'avais entendues décrivaient des rencontres où ils observaient de loin, jamais agressifs, jamais hostiles. Mais les preuves ici racontaient une histoire différente, une histoire dérangeante que j'avais du mal à digérer. J'ai continué mon investigation, travaillant encore 30 minutes, documentant mentalement tout ce que je trouvais. Il y avait d'autres fragments de vêtements, d'autres morceaux de matériel de randonnée, une boucle de sac à dos cassée, un bout de lacet, un petit morceau de plastique qui aurait pu provenir d'une bouteille d'eau. Mais ce qui me perturbait le plus n'était pas ce que j'avais trouvé, c'était ce que cela signifiait. Le contenu de l'estomac ne montrait pas seulement que le Bigfoot avait rencontré Sarah Mitchell. Il montrait que quelque chose de terrible s'était produit, quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce que nous pensions savoir sur ces créatures. J'ai de nouveau regardé le visage de la créature, essayant de comprendre ce qui aurait pu causer cela. La faim? Le désespoir? Ou quelque chose de plus sombre était-il en jeu? Et qu'était-il arrivé au Bigfoot lui-même? Qu'est-ce qui l'avait mené à cette fin? J'ai réexaminé le corps, cette fois à la recherche de signes de traumatisme qui pourraient expliquer la mort de la créature. Il n'y avait pas de blessures externes évidentes, pas de trous de balles, pas de signes de lutte. Mais j'ai alors remarqué quelque chose d'étrange dans la bouche de la créature. En me penchant, j'ai utilisé mon couteau pour ouvrir doucement la mâchoire. L'odeur qui s'en est échappée était différente du reste, plus chimique, plus artificielle. Et puis, j'ai vu quelque chose coincé entre les dents du fond. Un petit morceau de plastique coloré, une partie d'un emballage de barres énergétiques. Cela m'a fait réfléchir. Sarah Mitchell, comme toute randonneuse expérimentée, aurait transporté de la nourriture, des barres énergétiques,
des mélanges de fruits secs, peut-être même des repas lyophilisés. Si le Bigfoot les avait consommés avec, avec tout le reste, peut-être que quelque chose dans cette nourriture transformée l'avait empoisonné. C'était une théorie qui avait un certain sens. Les animaux sauvages tombent souvent malades après avoir mangé de la nourriture humaine. Leurs systèmes digestifs ne sont pas adaptés aux conservateurs, aux colorants artificiels et aux produits chimiques. Pour une créature comme celle-ci, qui n'avait probablement jamais rien mangé d'autre que de la nourriture naturelle de la forêt, les effets auraient pu être graves, mais cela n'expliquait toujours pas l'événement initial. Qu'est-ce qui avait poussé le Bigfoot à faire ce qu'il a fait? J'avais passé toute ma vie à étudier les prédateurs, ours, cougars, loups, et une chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils n'attaquent pas les humains sans raison. C'est généralement parce qu'ils sont blessés, malades, protègent leurs petits, ou sont acculés et se sentent menacés. J'ai commencé à examiner le reste du corps plus attentivement, à la recherche de signes de maladie ou de vieilles blessures. C'est là que j'ai remarqué quelque chose sur la patte arrière gauche de la créature. La peau y était marquée et cicatrisée, les poils repoussant en touffes inégales. Cela ressemblait à une vieille blessure, datant peut-être de plusieurs mois. J'ai utilisé mon couteau pour écarter soigneusement les poils et examiner la cicatrice de plus près. Elle était étendue, courant sur environ 20 cm à l'arrière de la cuisse, et il y avait quelque chose d'étrange dans la forme de la cicatrice. Elle n'avait pas l'air naturelle. Elle ne ressemblait pas au genre de blessure qui proviendrait d'un combat avec un autre animal ou d'un accident dans la forêt. Elle ressemblait presque à une blessure de piège. Cela changeait tout. Si cette créature avait été blessée par un piège de chasse illégal, et il y en avait plein, disséminés illégalement dans ces forêts, cela pourrait expliquer un comportement altéré. Un animal blessé est un animal imprévisible. La douleur et le stress peuvent faire agir les créatures les plus pacifiques de manière inattendue. J'ai imaginé la scène. Le Bigfoot, déjà blessé et souffrant probablement de douleurs chroniques à cause de sa jambe, rencontre Sarah Mitchell sur le sentier. Peut-être qu'elle a été surprise. Peut-être qu'elle a crié ou essayé de courir. Cela aurait pu déclencher une réponse prédatrice chez la créature, surtout si elle était affaiblie et luttait pour trouver ses sources de nourriture habituelles. Ce n'était pas une justification, mais c'était une explication. Et les explications comptaient. Car si c'était un incident isolé causé par des circonstances spécifiques, cela ne signifiait pas que tous les Bigfoot étaient dangereux. Cela signifiait que cette situation tragique était une convergence parfaite de facteurs négatifs. J'ai passé quelques minutes de plus à collecter mentalement tous les détails possibles. J'ai pris le pendentif et quelques-uns des plus grands fragments de vêtements, les plaçant soigneusement dans un sac Ziploc de mon sac à dos. Ce seraient des preuves cruciales pour les autorités, des preuves qui pourraient enfin donner à la famille Mitchell les réponses qu'elle méritait. J'ai levé les yeux vers le ciel à travers la canopée. Il faisait encore nuit, mais il y avait une faible lueur à l'horizon est. Il devait être environ 4h30 du matin. Le soleil se lèverait dans environ 1h30. Je savais ce que je devais faire. Je devais retourner à mon camp, rassembler tout mon équipement, retourner à mon pick-up et conduire jusqu'à avoir du réseau. Ensuite, j'appellerai le bureau du shérif du comté de King et je rapporterai tout ce que j'avais trouvé. Il devrait rassembler une équipe pour venir ici, documenter la scène et récupérer correctement les preuves. Mais il y avait un problème. J'étais à des kilomètres de toute route, dans une forêt profonde et dense. Et une fois que j'aurais quitté cet endroit, il serait extrêmement difficile de le retrouver. Les forêts d'Olympique étaient vastes et déroutantes, sans sentier clair dans cette zone. Je devais marquer cet endroit d'une manière ou d'une autre. J'ai utilisé mon GPS Garmin pour enregistrer les coordonnées exactes. Puis j'ai utilisé mon couteau pour graver des marques distinctives sur plusieurs arbres environnants, créant un motif que je pourrais décrire plus tard aux équipes de recherche. J'ai aussi empilé quelques pierres dans une formation non naturelle près du corps, quelque chose de clairement fait par l'homme. Avant de partir,
J'ai jeté un dernier regard sur le Bigfoot étendu là. Malgré ce qui s'était passé, malgré la tragédie que cette créature avait causée, j'ai ressenti une étrange tristesse. C'était un être magnifique, probablement l'un des derniers de son espèce. Et il était mort ici, seul, malade de quelque chose que son corps ne pouvait pas traiter. Deux tragédies, pensais-je. Sarah Mitchell et cette créature, toutes deux victimes de circonstances qui n'auraient jamais dû se croiser. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers mon camp. Mon esprit traitait encore tout ce que j'avais vu. Le chemin à travers la forêt sombre semblait différent maintenant. Les ombres paraissaient plus profondes, les bruits de la nuit plus menaçants. Je serrais ma carabine plus fort, tous mes sens en alerte maximale, parce que maintenant je connaissais la vérité. Je savais que ces forêts recelaient des secrets bien plus grands que quiconque ne l'imaginait. Et j'étais sur le point de révéler l'un de ces secrets au grand jour. La randonnée de retour à mon camp m'a semblé une éternité. Chaque bruit dans la forêt faisait sursauter mon cœur. Le craquement d'une branche, le bruissement des feuilles, l'appel lointain d'un hibou. Tout semblait amplifié, chargé d'une nouvelle signification. Je n'étais pas seul ici. Je ne l'avais jamais été. Et cette prise de conscience changeait tout. Quand j'ai finalement atteint ma clairière, le ciel commençait à s'éclaircir, avec cette lueur grise d'avant l'aube. Les braises de mon feu s'étaient complètement éteintes, ne laissant que des cendres froides. Ma tente était exactement comme je l'avais laissée, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait différente maintenant. Tout semblait différent. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai immédiatement commencé à démonter le camp, travaillant avec une efficacité née d'années d'expérience et alimentée par l'urgence de ce que j'avais découvert. La tente fut démontée et rangée en moins de 5 minutes. Mon sac de couchage fut roulé et attaché à mon sac. J'ai récupéré mon conteneur anti-ours de l'arbre, rangé mon matériel de cuisine et complètement enterré les restes de mon feu. Normalement, j'aurais fait attention à ne laisser aucune trace de ma présence. Leave no trace était un principe que je prenais au sérieux, mais cette fois je me souciais plus de la vitesse. Je devais partir, trouver un téléphone, signaler ce que j'avais trouvé. J'ai jeté mon sac à dos sur mes épaules, serré les sangles, attrapé ma carabine et commencé le chemin du retour vers l'endroit où j'avais garé mon pick-up. Le ciel s'éclaircissait régulièrement, et bientôt je pouvais voir le chemin devant moi sans ma lampe frontale. La randonnée de 4 heures que j'avais faite la veille me semblait maintenant interminable. Chaque minute qui passait, je pensais à la famille Mitchell. Ils avaient passé 3 semaines sans savoir ce qui était arrivé à Sarah. 3 semaines d'espoir déclinant, de nuits blanches, et chaque sonnerie de téléphone apportant la terreur d'une mauvaise nouvelle, et maintenant j'avais des réponses pour eux. Pas celles qu'ils voulaient, pas la fin heureuse pour laquelle ils avaient prié, mais au moins une conclusion, au moins une certitude. J'ai aussi pensé aux implications plus larges de ce que j'avais trouvé. Si l'histoire s'ébruitait, et elle le ferait inévitablement, cela provoquerait la panique. Les gens commenceraient à voir les Bigfoot non pas comme des créatures mystérieuses, mais inoffensives, mais comme des prédateurs dangereux. Il y aurait des chasses, des groupes de justiciers se dirigeant dans les bois, armés et déterminés à éliminer tout ce qu'ils trouveraient. Mais je savais que ce n'était pas toute l'histoire. Le Bigfoot que j'avais trouvé était clairement dans des circonstances anormales, blessé, peut-être malade, n'agissant certainement pas conformément au comportement typique de son espèce. Les condamner tous à cause d'un individu diminué serait comme condamner tous les ours, parce qu'un ours malade ou blessé attaque occasionnellement un humain. J'ai atteint mon pick-up un peu après 8 heures du matin. Le soleil était maintenant complètement au-dessus de l'horizon, baignant la forêt d'une lumière dorée. J'ai jeté mon sac dans la benne du pick-up, placé ma carabine dans le support derrière les sièges et suis monté dans la cabine. Mes mains tremblaient légèrement en mettant la clé dans le contact.
Le moteur du F-250 a rugi, brisant le silence de la forêt. J'ai manœuvré prudemment, tournant le véhicule sur l'étroite route forestière et j'ai commencé à rouler vers la civilisation. La route était mauvaise, pleine de nids de poules et de rochers, et j'ai dû rouler lentement pour ne pas endommager la suspension. Il a fallu près de 45 minutes avant que j'atteigne enfin une zone où mon téléphone affichait du réseau une barre, puis deux. Je me suis garé sur le côté de la route, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? La voix de l'opératrice était calme et professionnelle. Je m'appelle Marcus Webb, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je suis un chasseur titulaire d'un permis et je dois signaler que j'ai trouvé des preuves liées à l'affaire de la personne disparue, Sarah Mitchell. Il y eut une brève pause. Monsieur, pourriez-vous répéter? Sarah Mitchell, la femme qui a disparu dans le parc national d'Olympique il y a 3 semaines, j'ai trouvé des preuves, des objets personnels lui appartenant. Je dois parler à quelqu'un du bureau du shérif du comté de King immédiatement. Monsieur, où vous trouvez-vous en ce moment? Je lui ai donné ma position approximative sur la route et elle m'a dit de rester où j'étais. Un officier serait dépêché sur place. Elle m'a gardé en ligne, posant des questions sur ce que j'avais trouvé exactement. Mais je suis resté vague sur les détails. Ce n'était pas une conversation à avoir par téléphone. Cela devait se faire en personne, avec les bons enquêteurs présents. Environ 20 minutes plus tard, un SUV du bureau du shérif est apparu sur la route, les gyrophares allumés. Le véhicule s'est arrêté derrière mon pick-up et 2 officiers en sont sortis. L'un était un homme plus âgé, peut-être dans la fin de la cinquantaine, avec des cheveux gris courts et une expression sérieuse. L'autre était plus jeune, probablement au début de la trentaine, avec un carnet de notes déjà ouvert à la main. « Monsieur Webb ?» s'approcha l'officier plus âgé. « Je suis l'adjoint du shérif Tom Brennan et voici l'adjoint Collins. Nous croyons comprendre que vous avez des informations concernant l'affaire Sarah Mitchell. » « Oui, monsieur, ai-je répondu. Mais avant d'expliquer, je dois vous avertir que ce que je vais dire va sembler impossible. Mais j'ai des preuves matérielles pour étayer tout ce que je vais vous dire. » Les 2 officiers ont échangé un regard. L'adjoint Brennan a hoché la tête. « Très bien, monsieur Webb. Pourquoi ne pas commencer par le début? » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter mon histoire. Je leur ai parlé de ma partie de chasse, du réveil à cause de l'odeur étrange, de la poursuite de cette odeur jusqu'à ce que je trouve le corps dans la forêt. Et puis, voyant le regard sceptique commencer à apparaître sur leur visage, je l'ai dit sans détour. J'ai trouvé un Bigfoot mort, un Sasquatch. Et à l'intérieur de l'estomac de cette créature, j'ai trouvé des effets personnels de Sarah Mitchell. Le silence qui a suivi fut lourd. L'adjoint Collins a arrêté d'écrire et a levé les yeux, l'incrédulité peinte sur son visage. L'adjoint Brennan s'est contenté de m'étudier, son expression ne trahissant rien. « Monsieur Webb, » a finalement dit Brennan, sa voix soigneusement neutre, « êtes-vous conscient que faire un faux rapport aux autorités est un crime? » « J'en suis conscient, monsieur, et je ne fais pas de faux rapports. » Je me suis dirigé vers la portière passager de mon pick-up et j'ai attrapé le sac Ziploc contenant les preuves que j'avais collectées. Voici. C'est un collier que j'ai trouvé. Il a une inscription « À Sarah, avec amour, maman et papa, 2015 ». Ce sont des fragments d'une veste rouge Columbia et ce morceau de tissu vient d'un jean. J'ai tendu le sac à Brennan. Il l'a pris avec précaution, examinant le contenu à travers le plastique transparent. Son expression a changé, la reconnaissance a brillé dans ses yeux. « Collins, » dit-il calmement, « va chercher la photo du dossier dans la voiture. » Le jeune adjoint a couru jusqu'au SUV et est revenu avec un dossier. Il l'a ouvert, feuilletant jusqu'à trouver une photo spécifique. C'était une photo de Sarah Mitchell, prise avant sa disparition. Sur la photo, elle souriait portant une veste rouge, et autour de son cou,
se trouvait le pendentif en forme de cœur qui se trouvait maintenant dans le sac de preuves dans la main de Brennan. « Mon Dieu !» murmura Collins. Brennan m'a regardé avec une nouvelle intensité. « Monsieur Webb, je vais avoir besoin que vous nous emmeniez à l'endroit où vous avez trouvé ça immédiatement. » « J'ai noté les coordonnées GPS, dis-je, mais je dois vous avertir, c'est une longue marche. Au moins 4 heures à pied depuis l'endroit où j'ai garé mon pick-up, et la piste pour y arriver est assez mauvaise. Nous aurons besoin de véhicules appropriés et nous devrions probablement attendre demain matin pour y aller en pleine lumière. » Brennan a secoué la tête. « Non, ça doit se faire maintenant. Plus nous attendons, plus la scène peut être compromise par la faune ou la météo. » Il a attrapé sa radio. « Centrale, ici l'adjoint Brennan. J'ai besoin d'une équipe d'enquête complète mobilisée pour le parc national d'Olympique. J'aurai aussi besoin des secours en attente et contacter le FBI. C'est lié à l'affaire Mitchell. » Au cours des 30 minutes suivantes, ce tronçon de route isolé s'est transformé en un centre d'activité. D'autres véhicules du bureau du shérif sont arrivés. Une camionnette du FBI s'est garée. Une équipe du médecin légiste du comté de King a été dépêchée et un groupe de secours est arrivé avec leurs véhicules tout-terrain et leur équipement de randonnée. J'ai été interrogé à plusieurs reprises par différentes personnes, chacune posant des variations des mêmes questions. Qu'avais-je vu exactement? Quelle était la taille de la créature? Dans quel état était le corps? Où avais-je trouvé exactement les affaires de Sarah Mitchell? Avais-je touché autre chose sur la scène? Finalement, l'adjoint Brennan a décidé que nous avions assez de personnel pour procéder. Il a désigné une équipe de 6 personnes pour faire la randonnée initiale avec moi. Lui-même, l'adjoint Collins, 2 membres des secours, un enquêteur du FBI nommé Agent Morrison et un médecin légiste nommé Dr. Chen. Nous nous sommes tous entassés dans nos véhicules et avons formé un petit convoi. J'ouvrais la marche avec mon F-250, suivi par les autres dans leur SUV et pick-up. J'ai repris la route principale, puis j'ai tourné sur l'ancienne route forestière qui menait à mon point de départ. La route était aussi mauvaise que dans mon souvenir, peut-être pire en plein jour, quand on pouvait vraiment voir toutes les ornières et les obstacles. Nous avons avancé à pas de tortue, nos véhicules tanguant et rebondissant sur la surface inégale. À un moment, nous avons dû nous arrêter et enlever un tronc d'arbre tombé qui bloquait le passage. Enfin, après près d'1 heure de conduite difficile, nous avons atteint l'endroit où je m'étais initialement garé. Nous sommes tous sortis et avons commencé à nous préparer pour la randonnée. L'équipe de secours a distribué des talkies-walkies supplémentaires à tout le monde. Le docteur Chen a vérifié sa trousse médicale. L'agent Morrison a vérifié le Glock à sa hanche. « Très bien », dit l'adjoint Brennan regardant le groupe. « Monsieur Webb va nous guider. Restez en formation serrée, soyez vigilants. Et si quelqu'un voit ou entend quelque chose d'inhabituel, signalez-le immédiatement. Nous traitons cela comme une scène de crime potentiel. Alors gants enfilés quand nous arriverons. Et ne touchez à rien que vous n'êtes pas absolument obligé de toucher. » Il s'est tourné vers moi. « Monsieur Webb, ouvrez la voie. » J'ai hoché la tête, ajusté mon sac et je me suis engagé dans la forêt. Derrière moi, j'entendais les pas des 6 autres personnes qui suivaient. Et ainsi, nous avons commencé le long voyage de retour vers cet endroit impossible où 2 tragédies s'étaient croisées, où la ligne entre la légende et la réalité s'était dissoute, où se trouvaient des réponses que le monde n'était pas prêt à entendre. La randonnée à travers la forêt était complètement différente cette fois-ci. Quand j'avais fait le trajet seul 2 jours plus tôt, c'était paisible, presque méditatif. Maintenant, avec 6 autres personnes derrière moi, la forêt semblait plus petite, moins magique. Le silence naturel avait été remplacé par le bruit des bottes faisant craquer les brindilles, le froissement du matériel et l'échange occasionnel de chuchotements au sein de l'équipe. Je menais le groupe, utilisant mon GPS pour retracer l'itinéraire que j'avais pris. L'adjoint Brennan marchait juste derrière moi, suivi de l'agent Morrison. Le docteur Chen restait au milieu, flanqué des 2 membres des secours, et l'adjoint Collins fermait la marche. « Encore longtemps, monsieur Webb ?»
demanda Brennan après environ 2 heures de marche. Encore 2 heures environ, répondis-je. Le terrain devient plus difficile à partir d'ici. Il y a un passage où nous devrons traverser Whiskey Creek, puis une montée raide à travers une zone avec beaucoup de troncs d'arbres abattus. Brennan hocha la tête et relaya l'information au reste du groupe par talkie-walkie. Nous avons continué en silence pendant un moment. Je pouvais sentir la tension monter dans le groupe à mesure que nous nous enfoncions dans la forêt. L'agent Morrison gardait la main nonchalamment posée près de son arme de poing. Les membres des secours balayaient constamment les bois autour de nous, leurs yeux entraînés, cherchant tout ce qui sortait de l'ordinaire. Quand nous avons finalement atteint Whiskey Creek, nous avons fait une courte pause. L'eau était basse, seulement quelques centimètres de profondeur, coulant sur des pierres lisses. Nous avons traversé un par un, en utilisant les plus gros rochers comme appui. Le docteur Chen a failli glisser à mi-chemin, mais l'un des secouristes, un grand gaillard nommé Jake, l'a rattrapé par le bras et l'a aidé à traverser en toute sécurité. De l'autre côté du ruisseau, le terrain est devenu plus difficile, comme je l'avais prévenu. Des arbres tombés bloquaient le chemin tous les quelques mètres, nous forçant à grimper par-dessus ou à les contourner. Des branches de pin basses nous accrochaient au passage. Le sol de la forêt était tapissé de fougères denses qui nous arrivaient à la taille par endroits. « Comment avez-vous trouvé ce chemin dans le noir ?» demanda l'adjoint Collins avec un nouveau respect dans la voix. « Je suivais mon nez, » répondis-je. L'odeur était impossible à manquer. Comme en réponse à mes paroles, l'agent Morrison s'arrêta brusquement. « Attendez, vous sentez ça ?» Nous nous sommes tous figés et avons inspiré. Elle était là, cette odeur indubitable de décomposition, toujours forte même après plus de 24 heures depuis ma dernière visite. « On est proche, » dis-je, « très proche. » Brennan attrapa son talkie-walkie. « Équipe, préparez-vous. Nous approchons de l'emplacement. Dr. Chen, restez au milieu, Morrison, vous et moi. On monte à l'avant avec Webb. Collins, vous et les secours, vous tenez le périmètre. » Nous avons réorganisé notre formation et avancé plus prudemment. L'odeur devenait plus forte à chaque pas. Je pouvais voir les expressions des autres membres de l'équipe changer alors que la puanteur les frappait de plein fouet. Le Dr. Chen a sorti un masque chirurgical de son sac et l'a mis. D'autres ont suivi, utilisant des bandanas ou des masques qu'ils avaient apportés. Et puis, à travers les arbres devant nous, j'ai vu la scène. Les 2 arbres massifs entre lesquels gisait le corps, le tas de pierres que j'avais fait comme marqueur, les entailles que j'avais gravées dans l'écorce des arbres environnants. « Là !» dis-je en pointant du doigt. Brennan leva la main signalant à tout le monde de s'arrêter. Lui et Morrison avancèrent avec moi pendant que le reste de l'équipe restait en retrait, attendant. Nous nous sommes approchés lentement, prudemment. Et puis il était là, exactement comme je l'avais laissé, le corps massif du Bigfoot, toujours allongé sur le dos, les bras étendus, l'incision abdominale que j'avais faite attirant maintenant les mouches, malgré l'air froid d'octobre. « Mon Dieu !» murmura Morrison. Sa main était allée instinctivement vers son arme, mais il ne l'a pas dégainée. Il est juste resté là, à regarder, dans une incrédulité absolue. Brennan ne dit rien pendant un long moment. Il a juste regardé, ses yeux parcourant le corps de la tête aux pieds, absorbant chaque détail. Finalement, il a attrapé son talkie-walkie avec des mains légèrement tremblantes. « Équipe, nous avons confirmé l'emplacement. Et je veux que tout le monde comprenne que ce que nous allons traiter ici est inhabituel. J'attends un professionnalisme absolu de la part de chacun. Dr. Chen, vous pouvez vous approcher maintenant. Collins, secours, établissez un périmètre de 50 mètres et commencez à documenter la zone environnante. Cherchez toute preuve supplémentaire, empreinte de pas, signe de lutte, n'importe quoi. » Le Dr. Chen s'avança, son expression professionnelle mais ses yeux grands ouverts derrière ses lunettes. Elle s'agenouilla à côté du corps, enfilant des gants en latex.
Pendant plusieurs minutes, elle s'est contentée d'un examen visuel, sans rien toucher pour l'instant. La décomposition est cohérente avec une mort survenue il y a 10 à 14 jours, dit-elle finalement, sa voix étouffée derrière le masque chirurgical. Cause du décès? J'aurais besoin d'une autopsie en bonne et due forme pour le déterminer, mais je ne vois aucun traumatisme externe évident. L'ouverture abdominale ici, dit-elle, en montrant l'incision que j'avais faite, a été faite post-mortem, probablement au cours des dernières 24 heures, d'après l'exposition des tissus. C'est moi qui ai fait ça, admis-je. Je devais savoir, je devais vérifier. Le docteur Chen ne m'a pas jugé. Elle a simplement hoché la tête, compréhensible, étant donné les circonstances. Elle se pencha plus près de l'ouverture, utilisant une petite lampe de poche pour regarder à l'intérieur, et il y a définitivement de la matière organique ici qui est incompatible avec la biologie de la créature. Tissus, matériaux synthétiques. J'aurais besoin de temps pour tout cataloguer, mais visuellement, je peux confirmer la présence de corps étrangers dans le tube digestif. L'agent Morrison s'était éloigné de quelques mètres et parlait d'urgence dans son téléphone satellite. Je pouvais entendre des bribes de sa conversation. Oui, confirmé. Non, ce n'est pas un canular. J'aurai besoin d'une équipe complète ici et nous devons contenir ça. Brennan s'est approché de moi. Monsieur Webb, je vais avoir besoin que vous me montriez exactement où vous avez trouvé chaque objet que vous avez collecté. Et ensuite, j'aurai besoin d'une déclaration formelle de votre part détaillant tout ce qui s'est passé dans un ordre chronologique précis. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai guidé Brennan à travers chaque étape de mon investigation de la nuit précédente. Je lui ai montré exactement où j'avais trouvé le pendentif, où se trouvaient les fragments de vêtements, où j'avais vu les autres preuves. Il a tout documenté méticuleusement, prenant des photos avec un appareil professionnel, prenant des notes détaillées, collectant des échantillons supplémentaires en utilisant des techniques de préservation des preuves appropriées. Pendant ce temps, le docteur Chen continuait son examen préliminaire du corps. Elle a mesuré la longueur, 2,62 mètres de la tête aux pieds. Elle a examiné les mains et les pieds, documentant leur structure osseuse unique. Elle a inspecté les dents, notant le mélange inhabituel de traits carnivores et herbivores. Elle a examiné la cicatrice sur la jambe que j'avais remarquée, confirmant mon évaluation selon laquelle elle semblait provenir d'une sorte de piège. Les membres des secours revenaient périodiquement, avec des découvertes de la zone environnante. Jake avait trouvé plusieurs grandes empreintes de pas dans la boue près d'un petit ruisseau à une centaine de mètres de là. Ils ont pris des moulages en plâtre des empreintes. Une autre membre, une femme nommée Sarah, ironiquement le même prénom que la victime, a trouvé ce qui ressemblait à un site de repos temporaire, une zone où la végétation avait été aplatie, comme si quelque chose de grand s'y était couché. L'adjoint Collins a trouvé quelque chose de particulièrement troublant. À environ 200 mètres au nord, il a localisé ce qui semblait être des restes supplémentaires de matériel de camping. Un sac à dos bleu, The North Face, déchiré et endommagé, mais toujours reconnaissable. Il l'a ramené dans un sac de preuves, et quand Brennan l'a soigneusement dézippé, nous avons trouvé un permis de conduire à l'intérieur d'une petite poche intérieure. La photo sur le permis était celle de Sarah Mitchell, souriante, ses yeux verts vifs et pleins d'espoir. Le permis avait été délivré en 2021, indiquant une adresse à Port Angeles. Il y avait aussi des cartes de crédit, 47 $ en espèces, et une photo pliée de Sarah avec 2 personnes plus âgées qui étaient vraisemblablement ses parents. Brennan tenait le portefeuille avec précaution, la mâchoire serrée. « Ça confirme tout », dit-il doucement. « Nous allons devoir informer la famille. » L'après-midi s'est écoulé tandis que l'équipe documentait méthodiquement chaque détail. L'agent Morrison avait demandé des renforts, et vers 16 heures, 6 autres personnes sont arrivées sur le site. D'autres agents du FBI, un autre médecin légiste et un spécialiste de la faune de l'Université de Washington
que Brennan avait réussi à faire venir en urgence le spécialiste de la faune, un professeur nommé Dr Richard Hartley, a passé près d'1 heure à examiner le corps du Bigfoot, prenant des mesures, collectant des échantillons de poils et de tissus, photographiant chaque détail. Il était à la fois fasciné et scientifiquement concentré. Ceci va réécrire tout ce que nous pensions savoir sur les primates en Amérique du Nord, dit-il à Brennan. La structure squelettique est unique, des caractéristiques partagées avec le gigantopithèque et les hominidés modernes, mais avec des adaptations distinctes, et la taille, cela suggère une lignée évolutive complètement séparée qui a survécu en isolement pendant des millions d'années. Mais sa fascination scientifique fut tempérée lorsqu'il examina le contenu de l'estomac et les implications de ce qui s'était passé. Un comportement prédateur envers les humains n'est pas typique des grands singes, observa-t-il. Même les gorilles, qui sont extrêmement forts, sont principalement herbivores et évitent la confrontation. Pour que cela se produise, la créature devait être soumise à un stress extrême, faim, maladie ou douleur chronique due à une blessure. Il examina la cicatrice sur la jambe de plus près. Cette blessure était importante. Elle a probablement limité sévèrement la mobilité de la créature. Si elle ne pouvait pas chasser ou se nourrir normalement, cela a pu la pousser au désespoir, et les animaux désespérés sont imprévisibles. Alors que le soleil commençait à se coucher, Brennan prit la difficile décision que nous devrions camper sur place pour la nuit. Il était trop tard et trop dangereux de tenter la longue randonnée de retour dans le noir avec tout l'équipement et les preuves que nous avions collectées. De plus, nous devions sécuriser la scène jusqu'à ce que nous puissions organiser un transport adéquat pour le corps. L'équipe de secours a monté plusieurs tentes dans une petite clairière à une 50aine de mètres du corps, assez loin pour échapper au pire de l'odeur, mais assez proche pour protéger la scène. Ils ont établi un système de garde rotatif avec 2 personnes éveillées à tout moment tout au long de la nuit. Alors que nous mangions des rations militaires autour d'un petit feu de camp, la conversation s'est inévitablement tournée vers les implications de ce que nous avions découvert. « Comment allons-nous gérer cela publiquement ?» demanda l'adjoint Collins. « Je veux dire, quand ça fuira, et ça fuira, ça va provoquer une panique de masse. » L'agent Morrison secoua la tête. « La décision est bien au-dessus de mon niveau de responsabilité. Le FBI devra se coordonner avec plusieurs agences fédérales, le National Park Service, le Fish and Wildlife, peut-être même la sécurité intérieure. Et nous devrons consulter des experts scientifiques pour déterminer s'il y a d'autres créatures de ce type dans la région, si elles représentent une menace continue. » « Ce n'est pas le cas, dis-je doucement. Tout le monde me regarda. C'était une situation anormale. Une créature blessée, désespérée, qui a fait un choix terrible. Cela ne définit pas toute l'espèce. Condamner tous les Bigfoot à cause de cela serait comme condamner tous les ours parce qu'un individu malade en attaque occasionnellement un. Le docteur Hartley hocha la tête en signe d'accord. Monsieur Webb a raison. En fait, ce qui est remarquable dans cette découverte, ce n'est pas que cela soit arrivé une fois, mais qu'apparemment, cela ne soit jamais arrivé auparavant. S'il existe une population de ces créatures vivant dans ces forêts depuis des générations, et toutes les preuves suggèrent que c'est le cas, alors le fait que nous n'ayons pratiquement aucun cas documenté de rencontres agressives suggère que leur comportement normal est d'éviter totalement les humains. La conversation s'est poursuivie tard dans la nuit, alors que chacun digérait les implications impossibles de la journée. Finalement, nous avons commencé à nous diriger vers les tentes. Je me suis porté volontaire pour prendre le premier quart de garde avec Jake, le membre des secours. Nous nous sommes assis près du feu, l'alimentant avec des brindilles sèches, nos yeux balayant l'obscurité autour de nous. La forêt nocturne était vivante de sons, des hiboux, de petits mammifères se déplaçant dans le sous-bois, le vent chuchotant à travers les arbres. « Tu as eu peur ?» demanda Jake après un long silence. « Quand tu l'as trouvé pour la première fois dans le noir ?»« Oui, admis-je.
Mais plus que de la peur, je crois que c'était de l'admiration et de la tristesse. L'admiration d'être face à quelque chose qui ne devrait pas exister. La tristesse parce que je savais que cette histoire n'allait bien se terminer pour personne. Nous sommes restés assis en silence un moment de plus. Puis, Jake a dit quelque chose qui m'est resté. « Tu as sauvé cette famille. Tu sais, la famille Mitchell. Ils vont enfin avoir des réponses. Ils vont pouvoir faire leur deuil, commencer à gérer leur chagrin correctement. Ça ne la ramènera pas, mais c'est quelque chose. Ça compte. » Il avait raison. Et alors que j'étais assis là, dans cette forêt sombre, gardant les restes de 2 vies qui s'étaient terminées tragiquement, j'ai senti le poids de la responsabilité qui accompagnait ce que j'avais découvert. Cela allait tout changer. Notre compréhension du monde naturel, notre relation avec ces forêts sauvages, peut-être même la façon dont nous voyons notre propre place sur cette planète. Mais pour l'instant, cette nuit-là, mon travail était simple. Sécuriser le site, m'assurer que les preuves étaient préservées et au matin, commencer le long processus pour révéler cette vérité impossible au monde. La nuit passa lentement. J'ai fait mon tour de garde, puis j'ai été relevé par l'adjoint Collins et l'un des agents du FBI. J'ai essayé de dormir dans la tente que je partageais avec l'adjoint Brennan et l'agent Morrison, mais le sommeil ne venait que par courtes et agitées périodes. Mon esprit ne cessait de rejouer tout ce qui s'était passé, toutes les implications de ce que nous avions trouvé. Quand l'aube est enfin arrivée, projetant une lumière grise à travers la canopée, toute l'équipe était déjà réveillée. Personne n'avait particulièrement bien dormi. Le Dr Chen préparait du café instantané sur un petit réchaud portable, et l'odeur a aidé à dissiper une partie de la tension de la nuit. « Bonjour », dit Brennan en sortant de sa tente. Il avait l'air fatigué, des cernes sombres sous les yeux, mais son attitude était purement professionnelle. « Nous avons une longue journée devant nous. Morrison, quel est le plan pour le transport ?» L'agent Morrison avait passé une partie du début de matinée sur son téléphone satellite à se coordonner avec ses supérieurs. Un hélicoptère du FBI est en route. Ils atterriront dans la clairière la plus proche. Nous en avons identifié une à environ 800 mètres au sud-est d'ici. Mais le corps est bien trop grand et lourd pour un transport aérien standard. Nous allons devoir improviser une sorte de civière renforcée et il faudra au moins 8 personnes pour le porter, jusqu'au point d'extraction. Le docteur Hartley, le spécialiste de la faune, était impatient de prendre quelques mesures supplémentaires et de collecter d'autres échantillons avant que le corps ne soit déplacé. Il a passé l'heure suivante à travailler méticuleusement, avec l'aide du Dr Chen. Ils ont recueilli des échantillons de poils de différentes parties du corps, des échantillons de tissu, et ont même tenté de prélever un peu de liquide qui pourrait être testé pour une analyse ADN. Ça va occuper les laboratoires pendant des années, murmura le Dr Hartley en travaillant. Des décennies, peut-être. Chaque échantillon nous en dira plus sur la biologie, le régime alimentaire et l'histoire évolutive de ces créatures. C'est aussi important que la découverte du kélacanthe ou de toute autre espèce que nous pensions éteinte. Pendant que les scientifiques travaillaient, le reste d'entre nous a commencé à construire le cadre de transport en utilisant des cordes solides, des bâches et des poteaux en aluminium de l'équipement de secours. Nous avons construit une civière robuste. Nous l'avons testée pour le poids, plusieurs d'entre nous grimpant dessus en même temps pour nous assurer qu'elle tiendrait. Vers 10 heures du matin, nous avons entendu le son lointain des rotors d'hélicoptères. Morrison a confirmé par radio que c'était l'équipe d'extraction du FBI qui arrivait à la zone d'atterrissage désignée. Cela signifiait qu'il était temps de bouger. Avec un soin extrême et un effort considérable, 8 d'entre nous, moi, Jake, les 2 autres membres des secours, Brennan, Morrison et 2 agents du FBI supplémentaires, avons manœuvré le corps du Bigfoot sur la civière. Le poids était incroyable. Même avec 8 hommes forts, le soulever était un défi. « À mon signal !» ordonna Jake, prenant la tête. «
Tout le monde lève en même temps 1, 2, 3, levez. Nous avons soulevé à l'unisson, grognant sous l'effort. La civière a tenu, heureusement. Nous avons commencé la longue et épuisante marche vers le point d'extraction, nous relayant par groupe de 4 pour porter pendant que les autres se reposaient. Il nous a fallu près de 2 heures pour couvrir ces 800 mètres. Le terrain était accidenté, la civière encombrante, et nous devions nous arrêter souvent pour ajuster notre prise et reposer nos bras endoloris. Mais enfin, nous avons débouché dans une clairière naturelle où un grand hélicoptère Bell 412 du FBI attendait, ses rotors silencieux. Une équipe complète était là, d'autres agents, des techniciens et même une équipe de tournage documentant tout pour les archives officielles. Quand ils ont vu ce que nous transportions, il y a eu un moment collectif de silence stupéfait. « Mon Dieu !» murmura l'un des techniciens. « C'est réel. C'est vraiment réel. » Nous avons soigneusement chargé le corps dans l'hélicoptère. Il avait été modifié pour cette mission, la plupart des sièges ayant été retirés pour faire de la place. Le corps a été sécurisé avec de multiples sangles et le docteur Chen et le docteur Hartley sont montés à bord avec lui pour le surveiller pendant le transport. « Où va-t-il » ai-je demandé à Morrison. « Dans une installation gouvernementale sécurisée à la base de Lewis McCord, » répondit-il. « Nous avons un laboratoire là-bas équipé pour gérer ça, sécurité maximale, personnel habilité uniquement, et nous pourrons contrôler l'information pendant que nous déciderons de la suite. » L'hélicoptère a décollé, ses rotors soulevant un vent violent qui nous a forcés à reculer. Nous l'avons regardé monter, virer vers le sud et disparaître au-dessus des arbres, emportant avec lui l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire moderne. Le reste d'entre nous a fait la longue randonnée de retour vers nos véhicules. Nous étions tous épuisés, physiquement et émotionnellement vidés. Le trajet a pris le reste de l'après-midi et il était près de 18 heures quand nous avons finalement atteint le parking. Brennan m'a pris à part avant que nous nous séparions. « Monsieur Webb, je vais avoir besoin que vous passiez au poste demain pour donner une déclaration formelle complète. Et je dois insister sur le fait que tout ce qui concerne cette enquête est maintenant classifié. Vous ne pouvez en parler à personne, ni à votre famille, ni à vos amis, à personne. On parle de sécurité nationale ici. » J'ai hoché la tête. « Je comprends. » « Bien. » Il m'a serré la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait en signalant cela. Beaucoup de chasseurs auraient juste, je ne sais pas, gardé le silence ou pire, essayé d'en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Vous avez donné à cette famille la conclusion qu'elle méritait. Ça compte. » Je suis rentré chez moi dans un état second. Ma maison était un petit ranch près de Sequim, Washington, à environ 2 heures de l'endroit où j'avais été. Je suis arrivé vers 20h30. J'ai garé mon pick-up et je suis resté assis dans la cabine un long moment, regardant ma maison à travers la fenêtre. Comment étais-je censé retourner à une vie normale après ça? Comment pouvais-je simplement reprendre mes chasses de routine, guider des clients à la pêche, prétendre que le monde était toujours ce que je pensais qu'il était? Finalement, je me suis forcé à sortir du pick-up et je suis entré. J'ai nourri mon chien, un labrador chocolat nommé Copper, qui était resté chez mon voisin. J'ai pris une longue douche chaude, me lavant de jours de crasse forestière. Puis j'ai préparé un simple sandwich que j'ai à peine pu manger et je me suis effondré dans mon lit. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions et d'interrogatoires. J'ai donné ma déclaration complète au bureau du shérif du comté de King, passant en revue chaque détail plusieurs fois pour différents enquêteurs. J'ai été interrogé séparément par le FBI. J'ai dû signer une pile d'accords de non-divulgation et de documents de sécurité nationale. Pendant ce temps, j'ai appris par Brennan que la famille Mitchell avait été prévenue. Les affaires de Sarah avaient été confirmées par ADN, leur donnant la certitude qu'elle était partie. Ils pouvaient enfin faire leur deuil correctement, organiser une cérémonie, commencer à trouver une forme de paix. La déclaration publique fut étroitement contrôlée.
le bureau du shérif du comté de King a publié une brève note de presse. Des effets personnels appartenant à Sarah Mitchell ont été retrouvés dans une zone reculée du parc national d'Olympique. Sur la base des preuves médico-légales, nous avons déterminé que Madame Mitchell a péri dans une malheureuse rencontre avec la faune. L'enquête est close. Aucune mention de Bigfoot, aucune mention des circonstances réelles. Officiellement, ce n'était qu'une autre tragédie de randonneuse perdue, du genre qui arrive parfois dans les vastes étendues sauvages du nord-ouest Pacifique, mais dans les cercles scientifiques et gouvernementaux, je savais que cela provoquait des remous massifs. Le docteur Hartley m'avait appelé une fois, parlant rapidement et en langage codé, me faisant savoir que l'analyse ADN était en cours et que les résultats préliminaires étaient révolutionnaires. La créature était définitivement une espèce de primate inconnu, avec une divergence génétique par rapport aux lignées connues remontant à des millions d'années. 3 semaines après la découverte, j'ai reçu une visite inattendue. Un SUV noir aux vitres teintées s'est garé dans mon allée, et 2 hommes en costume en sont sortis. L'un était l'agent Morrison. L'autre était un homme plus âgé qui l'a simplement présenté comme le docteur Stevens, du département de l'Intérieur. Nous nous sommes assis dans mon salon, Copper couché suspicieusement à mes pieds. « Monsieur Webb », commença le docteur Stevens, « merci de nous recevoir. Je suis ici pour représenter un groupe de travail interagence qui a été formé en réponse à votre découverte. Nous avons été chargés de déterminer s'il existe une population de Sasquatch vivant dans nos parcs et forêts nationaux. Et, si c'est le cas, comment les protéger tout en assurant la sécurité publique. » Il se pencha en avant. « Nous avons besoin de votre aide, votre expérience en tant que pisteur, votre connaissance de ces forêts et, franchement, le fait que vous ayez déjà rencontré l'un de ces êtres vous rendent inestimable. Nous assemblons une équipe de recherche sur le terrain et nous aimerions que vous en fassiez partie. » J'ai regardé les 2 hommes. « Vous m'offrez un travail pour chasser le Bigfoot ?»« Pas chasser », corrigea le docteur Stevens. « Étudier, documenter, protéger. Ces créatures, si d'autres existent, représentent un héritage biologique inestimable. Elles peuvent aussi représenter des risques, surtout s'il y a d'autres individus blessés ou malades, comme celui que vous avez trouvé. Nous devons comprendre leur population, leur schéma de déplacement, leur comportement. Et nous devons le faire discrètement, sans provoquer de panique publique, ni attirer les chasseurs de trophées. » J'y ai réfléchi. J'ai pensé à cette créature morte dans la forêt, victime à la fois des circonstances et de la nature. J'ai pensé à Sarah Mitchell et à tous ceux qui aimaient ces zones sauvages. J'ai pensé à l'équilibre fragile entre les humains et la nature. « Je le ferai », dis-je, mais à une condition. Quoi que nous trouvions, quels que soient les Sasquatch que nous rencontrons, ils sont protégés, quoi qu'il arrive. Ils ne seront ni chassés, ni capturés pour des os, ni exploités. Ils restent libres dans leur forêt. Le docteur Stevens sourit. « Monsieur Webb, c'est exactement l'attitude dont nous avons besoin dans cette équipe marché conclu. » Et ainsi commença un nouveau chapitre de ma vie. J'ai passé les mois suivants à travailler avec des scientifiques, des défenseurs de l'environnement et des forces de l'ordre dans l'une des opérations secrètes les plus inhabituelles que le gouvernement américain ait jamais menées. Nous avons installé des caméras de surveillance dans des zones reculées. Nous avons analysé des empreintes et des signes. Nous avons collecté et testé des échantillons d'ADN environnemental. Et oui, nous avons trouvé des preuves de l'existence d'autres Sasquatch. Pas beaucoup. Les estimations suggéraient peut-être 50 à 100 individus dispersés dans les vastes forêts du nord-ouest Pacifique. Une petite population vulnérable qui avait survécu en gardant ses distances avec les humains et en vivant au plus profond des coins les plus sauvages. Nous avons mis en place des protections discrètes. Certaines zones ont été discrètement désignées comme interdites au développement. Les schémas de patrouille ont été ajustés pour donner plus d'espace aux créatures. Les pièges illégaux ont été retirés plus agressivement.
Quant à la créature que j'ai trouvée, l'autopsie a confirmé ce que nous avions suspecté. La blessure à la jambe s'était infectée, causant une douleur chronique et une mobilité très limitée. L'analyse du contenu de l'estomac a montré des signes clairs de malnutrition. La créature avait été incapable de chasser ou de se nourrir efficacement. Il y avait aussi des indications de toxicité systémique, probablement dues à la consommation d'aliments humains transformés que son corps ne pouvait pas métaboliser correctement. C'était une convergence tragique de facteurs qui a mené au drame. Une créature souffrante et désespérée prenant une décision qui allait à l'encontre de tous les instincts de son espèce. Et cela a coûté à la fois sa vie et celle de Sarah Mitchell. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je fais toujours ce travail. Je passe encore des semaines dans les forêts à pister des cygnes, à surveiller les populations, à m'assurer que ces êtres magnifiques peuvent continuer à exister sans interférence humaine. Je n'ai jamais vu un autre Sasquatch vivant. J'ai trouvé des empreintes, des signes de passage, et j'ai entendu de sons lointains qui auraient pu être leurs appels, mais ils restent aussi insaisissables qu'ils l'ont toujours été. Des fantômes des forêts qui ont survécu en nous évitant, et peut-être que c'est mieux ainsi. Certaines choses sont destinées à rester mystérieuses, à vivre dans les ombres entre le connu et l'inconnu. Mon travail n'est pas de traîner ces êtres dans la lumière, mais de m'assurer que les ombres où ils vivent restent intactes et sûres. La famille Mitchell m'a finalement contacté. Ce fut une conversation difficile mais nécessaire. Ils m'ont remercié de leur avoir apporté une conclusion, de ne pas être parti quand j'aurais pu le faire. Le père de Sarah m'a dit quelque chose que je porte encore en moi. Vous nous avez rendu notre fille, pas vivante, mais vous nous avez donné la vérité, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est un cadeau. Il y a des nuits où je suis dans les bois, assis près d'un feu de camp, où je pense à cette nuit d'octobre où j'ai trébuché sur l'impossible. Je pense aux choix que j'ai faits, aux vies qui ont été changées, aux secrets que je porte maintenant. Le monde ne connaîtra jamais toute la vérité. Les gens continueront à débattre de la réalité du Bigfoot, à partager des photos floues et des vidéos tremblantes, à raconter des histoires au coin du feu. Et en dessous de tout cela, un petit groupe d'entre nous continuera à travailler tranquillement pour protéger ces créatures, pour s'assurer qu'elles ont une place dans ce monde qui se rétrécit rapidement. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit, pas de prouver qu'ils existent ou de satisfaire la curiosité humaine. Il s'agit de reconnaître que cette planète est encore assez grande, encore assez sauvage pour receler des mystères. Et certains mystères sont trop précieux pour être résolus, ils doivent être protégés, préservés, pour que les générations futures s'en émerveillent. Je n'avais jamais cru au Bigfoot, mais j'en ai trouvé un, et j'ai découvert quelque chose qui a changé ma compréhension du monde. J'ai appris que la ligne entre la légende et la réalité est plus mince que nous ne le pensons. J'ai appris que nos forêts recèlent des secrets que nous commençons à peine à comprendre, et j'ai appris que parfois, les plus grandes découvertes s'accompagnent des plus grandes responsabilités. Ce qui s'est passé dans cette forêt reculée en octobre 2023 était une tragédie à plusieurs niveaux, mais c'était aussi une révélation, un rappel que nous partageons cette planète avec des êtres que nous comprenons à peine, et que nous avons l'obligation d'être les gardiens, et non les conquérants, des espaces sauvages qui subsistent. Voilà mon histoire. C'est la vérité de ce qui s'est passé, de ce que j'ai découvert, et du chemin que ma vie a pris par la suite. Je ne pourrai peut-être jamais la partager publiquement. Je suis peut-être lié par des accords et des classifications, mais je sais ce qui est réel. Et où que se trouvent ces Sasquatch survivants au plus profond des forêts du nord-ouest Pacifique, j'espère qu'ils sont en sécurité, non dérangés, continuant leurs vies anciennes et mystérieuses, loin des yeux des hommes. Parce que certaines choses sont destinées à rester sauvages, et grâce au sacrifice involontaire d'une créature et à la perte tragique de Sarah Mitchell, nous avons maintenant la sagesse et la volonté de faire en sorte qu'il en soit ainsi.